bon, ils sont même à presque. Bonsoir. Entretien ce jeudi reçoit le professeur Viviane Biolay-Ondoir qui, comme vous le savez, est enseignante des universités. Elle est chercheuse. Elle était récemment nommée du côté de Yaoundé à l'université de Yaoundé 2 où elle exerce. Elle a eu des fonctions administratives. Je regarde rapidement mes notes. Académiques, pardon. Du programme de formation en gestion de la politique économique. Exactement, à l'université Yaoundé 2. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Il faut dire qu'on est encore dans les divers d'avant émission. C'est ça. Quand Ringado nous a surpris. Tout à fait. Mais c'est pas plus mal, mais ça nous a permis de planter le décor. Bienvenue. Merci. Merci de m'inviter. Je vous prends par cette première question. Vous faites partie des signataires de l'appel à candidature du président Biya. Il y a depuis ce matin une liste d'environ 500 personnalités, beaucoup d'enseignants des universités, mais également des personnalités des autres secteurs de la vie publique. J'ai vu Samuel Eto'o-Fils, par exemple, Roger Mila, pour ne parler que Rigobert Sambou-Anak. Il y a des personnalités du monde des affaires. Vous faites partie de ceux qui ont signé cet appel à candidature. Mon nom n'y figure pas, je n'ai pas été consulté. D'accord. Je n'ai pas été impliqué justement dans cet appel. Alors, vous avez une réaction par rapport à cela. Il faut également dire que certaines de ces personnalités, au moins deux déjà, se sont désolidarisées de cet appel, disant que leur nom y figure contre leur gré. Vous avez une réaction par rapport à cette façon de faire? Laquelle, la contestation ou bien la signature? Déjà la signature, l'appel. Écoutez, vous savez, les gens sont libres de manifester leur soutien. Hein. Je pense que c'est l'expression de leur liberté individuelle. Moi, je n'ai pas d'avis à donner par rapport à ça. C'est leur liberté qu'ils assument. Maintenant, pour ceux qui contestent, c'est également leur liberté. Et au fond, je pense que ce qui est intéressant, nous sommes rentrés là dans une scène. Il faut dire que le mouvement politique est désormais lancé, la campagne est lancée, on voit émerger effectivement un ensemble de motions, de soutien, etc. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. Et ce qui est davantage important de mon point de vue, ce sera dans l'une. Parce que vous savez, nous avons vu beaucoup de gens tenir des discours contre la corruption et être corrompus. Nous avons vu beaucoup de gens tenir des discours sur la bonne gouvernance et pratiquer complètement l'inverse. Donc moi, je pense qu'au fond, à la fin, finalement, ce qui sera important, c'est l'isoloir. Lorsque chacun sera dans l'isoloir et assumera effectivement son devoir citoyen. Donc, nous avons la liberté d'exprimer avant. Mais moi, je pense que ce que les gens entendent le plus, c'est effectivement le comportement dans l'une. Donc, il y en a qui ont manifesté, d'autres pas. Peu importe, moi je crois que chacun exprime sa liberté comme il souhaite, comme il veut. Et le résultat dans l'une sera davantage intéressant. Aucun risque pour ceux qui se désolidarisent? Quel risque? Moi je pense que nous sommes dans un espace de démocratie, de liberté. Et si d'aventure n'ont pas été sollicités, ils ont la liberté effectivement de le dire. Moi je pense que, a priori, je ne vois pas de risque, ni pour ceux qui ont signé, ni pour ceux qui contestent. Moi je pense que c'est simplement l'expression de leur liberté et puis je peux dire quoi, une vérité qu'ils souhaitent assumer. Ceux qui ont contesté estiment que peut-être ça va à l'encontre. Moi, j'ai vu par exemple, c'est M. Djou, à l'encontre peut-être de leur engagement déjà assumé, et ça pourrait effectivement faire confusion. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il a la liberté de le faire. Cela dit, pendant 90 minutes, nous allons grandement parler des questions de gouvernance et de développement. Ce sont là l'une de vos spécialités. Je rappelle également que vous avez beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là. En année électorale comme celle-ci, par exemple, y a-t-il un mode de management, un mode de gouvernance spécifique à adopter lorsqu'un pays, comme le nôtre par exemple, traverse cette période électorale? Bon, est-ce qu'il y a un mode de gouvernance? Bon, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques qui sont suggérées. Et l'une des bonnes pratiques qu'on suggère souvent, c'est que chacun joue pleinement son rôle, que chacun joue efficacement son rôle. Et qu'au plan éthique également, que les uns et les autres respectent effectivement un ensemble d'exigences éthiques. Et donc, de ce point de vue, si nous prenons le processus électoral, il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble de processus, il y a un ensemble... Donc l'idée ici, c'est que chacun puisse jouer son rôle pour que l'expression démocratique soit effectivement équitable, transparente, et que finalement,
la vérité des unes soit reconnue par tous, soit également l'expression de la volonté des uns et des autres. Alors, en ce qui concerne, par exemple, les institutions, parce que je vous vois venir, lorsque nous sommes en période électorale, il peut y avoir une sorte de démobilisation. Moi, je pense que c'est une période délicate, un moment délicat également de notre économie, ça il faut le dire. Donc nous avons besoin de rester résilients, nous avons besoin de rester, j'ai envie de dire, stable. Parce que moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit principalement. Et de ce point de vue-là, les institutions doivent garder leurs engagements, les institutions doivent fonctionner. Et des institutions où les hommes qui animent ces institutions doivent continuer de travailler et aller juste pour voter ou alors pour manifester. Mais il serait dommage de constater, je ne souhaite pas que ce soit le cas, que les institutions connaissent un ralentissement dans leur fonctionnement. Parce qu'il faut dire que nous sommes quand même sous programme encore, jusqu'au mois de juillet, avec le Fonds monétaire international. Nous avons quelques fragilités et quelques urgences du fait de ces fragilités-là qui pourraient être atténuées si jamais les institutions, les hommes qui animent ces institutions baissent les bras du fait de ce mouvement démocratique. Alors cette situation quand même économique peut-elle influencer, orienter le choix des électeurs? Alors, ça c'est une très bonne question. Dans le principe, oui. Dans le principe, oui. Il y a des études qui ont été... Dans le principe, ça veut dire dans un État qui pratique et assume véritablement la démocratie? Non, je vais simplement nuancer parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier un choix électoral. Qui peuvent justifier effectivement un engagement ou alors le choix d'un candidat, quel que soit le contexte économique. Quand je dis dans le principe, c'est qu'en réalité, lorsque nous sommes dans un contexte difficile, économiquement difficile, contexte de chômage, vous voyez très bien que les gens auront tendance à dire que s'il y a le chômage, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Absolument. Dans un contexte également où il y a l'inflation, ça veut dire qu'il y a une restriction également économique, il y a le panier de la ménagère qui en souffre, ça crée des mécontentements, ça peut créer des frustrations. Donc dans le principe, cette situation, si on prend le cas par exemple des pays en Afrique de l'Ouest, ont souvent justifié que les partis au pouvoir perdent effectivement les élections. Alors je dis dans le principe, pourquoi? Parce qu'au fond, ce n'est pas le seul argument qui pourrait justifier qu'on choisisse un candidat ou un autre. Parce que la perception qu'on a de la crise économique ou alors des phénomènes peut également influencer. Parce qu'il peut arriver, je vous prends un exemple, on peut se dire tout ce qui nous arrive là, c'est de la responsabilité du colon. C'est parce que vraiment le franc c'est pas... Vraiment on peut broder autour, au point où les personnes qui sont concernées par la situation vont se dire, ah, au fond, l'interprétation qu'ils ont de ces phénomènes-là, l'interprétation qu'ils ont de la situation économique, va faire en sorte qu'ils maintiennent quand même le pouvoir en place parce que disant que ce n'est pas leur responsabilité. C'est la raison pour laquelle c'est très intéressant de voir finalement le discours qui se structure autour des arguments des différents acteurs politiques. Vous allez vous rendre compte que les opposants vont estimer effectivement que c'est la faute de ceux qui sont là et bien évidemment vont proposer de nouveaux projets, de nouveaux programmes. Absolument. Les personnes au pouvoir, en réalité, sont dans une autre posture parce qu'elles ont été au pouvoir, et en réalité défendent un bilan. Donc vous voyez que c'est deux postures différentes. En fonction des arguments qui sont avancés, quelle que soit la situation économique, il peut arriver que les uns soient convaincus par un argument ou par un autre. Mais quel que soit le cas, s'il faut avoir peut-être mon avis personnel, bon, nous sommes dans un environnement communautaire. C'est également un autre argument à mettre sur la table. Vous dites que le choix n'est pas toujours... Pas toujours objectif. Il peut dépendre également de l'affection ou de la proximité qu'on peut avoir avec un candidat. Mais au-delà de cela, il faut également relever que très souvent, dans une situation de peur ou de crainte, les projets présentés par les partis opposants, effectivement, peuvent être considérés comme des rêves, parce que n'ayant pas encore été exécutés. Alors que pour les autres, on peut se dire, bon, ok, ils ont quand même fait quelque chose, on peut leur donner encore une chance. Au moins, il y a des faits, il y a des évidences. Et donc, du coup, l'environnement économique, à lui seul ne suffit pas pour justifier ou bien pour dire qu'on fera tel choix ou tel autre choix. Il dépendra, ça va dépendre également de la perception de tout un chacun, de la proximité qu'on peut avoir avec un candidat. Ça va également dépendre de l'interprétation qu'on peut faire des arguments émis par les partis politiques. Et j'ai envie de vous dire que très souvent, ce qu'on entend, c'est que ceux qui n'ont jamais exercé, en réalité, ils peuvent vendre du rêve. Ceux qui ont exercé ont un bilan, on a des choses à leur reprocher, on peut leur demander de corriger, on peut leur demander donc. Entre tous ces arguments, j'ai envie de vous dire qu'il est difficile de faire des prédictions. Cela dit, un autre phénomène qu'on constate souvent, il y a des images, il y a des symboles. Oui. Certains parlent du pain sardine, pour dire qu'en réalité,
les électeurs subissent une forme de corruption. Mais de façon concrète également, dans les bureaux de vote, parmi les scrutateurs et autres, il y a, ça a souvent été démontré, des enveloppes qui circulent. Alors, pour dire que la corruption en cette période, en année électorale, on a le sentiment qu'elle monte d'un cran, du fait des enjeux. Comment est-ce que en matière de gouvernance, comment manager tout cela? Comment intégrer et qui sait peut-être pouvoir limiter l'impact de ces phénomènes-là dans une période comme celle-ci? Très bien. Alors, lorsqu'on observe ces phénomènes, vous avez pris quelques exemples, je voudrais les évacuer rapidement pour rentrer dans d'autres phénomènes de corruption que vous avez également implicitement évoqués. Oui, l'argent, on dit l'argent circule. Paraît-il, quand on fait la politique, il faut de l'argent. Absolument. Quand on fait des meetings, parce que moi j'ai souvent un regard un peu nuancé par rapport à ces phénomènes. Il y a autant on peut effectivement constater qu'il y a l'argent qui circule. Autant les exemples ou les anecdotes mises sur la table, une anecdote mise sur la table peuvent effectivement permettre de nuancer. Lorsque vous faites un meeting, comme lorsque vous organisez une conférence, moi je suis habitué aux conférences, nous avons toujours le point, soit des pauses café, soit des pauses déjeuner. Qui ne sont pas forcément des éléments de corruption, au fond. Parce que dans tous les cas, il faut nourrir ceux qui sont là. Et lorsqu'on fait une conférence, effectivement, on a l'obligation de les nourrir. Si vous avez des gens de 8h à 18h, vous n'allez pas les garder sans leur donner à boire et à manger. Donc, ça au moins, c'est d'abord un fait. Il faut que les gens mangent. Pour un meeting, ça peut durer une journée. Il faut qu'ils se déplacent. Donc, il y a, de mon point de vue, une mobilisation financière qui est indispensable. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait qu'on peut évoquer, effectivement, nous avons constaté, et les études l'ont démontré, qu'en période électorale, il y a souvent de la corruption. C'est même pas moi qui le dis. Vous avez suivi les scandales en France. Sarkozy a fait les frais actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on met souvent en place pour éviter effectivement qu'il y ait de la corruption en période électorale? Il y a 3 mécanismes qu'on peut mobiliser. Il y a un mécanisme juridique. Ça veut donc dire qu'on peut prendre des encadrements juridiques, des lois, peut-être les lois c'est trop, peut-être des décrets, des circulaires, dans tous les cas, un encadrement juridique pour dire ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Dans certains environnements, même, on plafonne le montant à mobiliser pour les campagnes électorales. Et donc, de ce point de vue, au plan juridique, on pourrait comprendre qu'il y a un encadrement qui permette d'éviter des dérapages. Il y a également un mécanisme qu'on peut mobiliser qui est le mécanisme institutionnel. Parce qu'en période électorale, toutes les institutions doivent continuer à jouer le rôle, même la CONAC. Absolument. De ce point de vue, on pourrait également comprendre que pendant les élections, que la CONAC se déploie et s'assure qu'au plan éthique, on respecte effectivement un certain nombre de canons. Donc ces mécanismes institutionnels n'empêchent pas, ou alors devraient justement encadrer ces comportements déviants, on peut le dire. Et puis il y a un troisième mécanisme qu'on peut mobiliser, c'est la technologie. La technologie rend transparent. La technologie permet effectivement... Dans notre environnement où, en termes de fourniture d'énergie et même de qualité de connexion, est-ce qu'on peut se fier définitivement ou totalement Vous avez compris là que j'ai présenté 3 mécanismes. Je ne les ai pas... ils ne sont pas exclusifs. Absolument. Ils peuvent se compléter. Il y a des endroits où il y a le courant, il y a des endroits où il n'y en a pas, il y a des endroits où il y a l'électricité alternative. Il y a même des endroits où il y a des groupes. Vous croyez qu'on fait comment lorsqu'on a des obsèques? Les gens louent des groupes. Dans tous les cas, ce n'est pas dans le noir qu'on enterre nos êtres qui nous sont chers. Donc, il y a toujours des mécanismes qui peuvent être mobilisés. Donc, de ce point de vue, les 3 mécanismes peuvent effectivement être mobilisés pour assurer et rassurer de ce que le processus pourra être exempt de corruption. Maintenant, il faudrait bien que les gens aient envie, que les gens s'impliquent et que chacun joue son rôle. Moi, je pense que le plus important lorsqu'on parle de gouvernance, ce n'est pas tant d'attribuer la responsabilité seulement à l'ECAM. C'est de dire, vous les médias, vous devez jouer votre rôle. Nous, les citoyens, nous devons jouer notre rôle pour éviter effectivement que ces comportements soient observés. Et quand on dit jouer le rôle, ce n'est pas seulement surveiller l'autre, c'est d'abord soi-même accepter de ne pas le faire. C'est peut-être joli ce que je dis, mais dans tous les cas, vous savez qu'il y a des dénonciations qui se font avec des évidences. Donc, de ce point de vue, les journalistes vont faire leur job, ça c'est sûr. Ce que vous appelez influenceurs, ils vont faire leur job, dans une extrême comme dans une autre. Mais dans tous les cas, c'est tous les éléments, tous les membres de toutes les parties prenantes vont certainement jouer leur rôle. Tout ce qu'on souhaite simplement, c'est que, comme l'a dit la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, chacun doit jouer son rôle et efficacement son rôle. Si chacun joue son rôle, je pense que ça va aller. Est-ce que ce n'est pas trop théorique tout cela? Nous sommes conscients de notre environnement.
on est aussi conscient de l'enjeu quand même de cette élection présidentielle, au regard des acteurs, au regard des débats même qui ont commencé, pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a eu des courriers entre certains acteurs. Est-ce que tout ce que vous dites là n'est pas trop théorique? Dans la pratique? Ce qui est sûr, c'est que vous avez des acteurs qui ont des ambitions contradictoires. Et puis, en pareille circonstance, c'est pour ça que je vous parle des mécanismes juridiques. Il faut bien qu'il y ait un cadre. Et moi, je pense que c'est aussi là l'enjeu. Il faut qu'il y ait un cadre qui soit clair. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur le processus électoral. Absolument. Mais le débat n'est plus là. Parce que là, maintenant, moi, je pense qu'il faut faire confiance au peuple. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Peut-être parce qu'on voit également, on rêve un peu, hein, on voit un mouvement, même ne serait-ce que sur l'inscription sur les listes électorales, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a aussi l'impression que les gens sont de plus en plus matures. On a l'impression, je crois que ces élections vont peut-être nous aider à mieux comprendre. Mais déjà, les résultats des précédentes élections sont déjà révélateurs de ce que dans l'environnement et dans la société, il y a une sorte de dynamique qui se met en place. Et donc, moi, je fais confiance au peuple qui, de mon point de vue, va faire le choix qu'il aura à faire, même avec ce processus électoral. Parce que vous allez vous rendre compte, moi, je suis un peu les appels. Allez défendre votre vote, Absolument. Allez vous inscrire sur les listes électorales, Absolument. Surveillez votre vote. Bon, ce sont des appels justement à la responsabilité et à la citoyenneté. Et donc moi je pense, je ne rêve pas, mais je pense que c'est possible. Okay. Il faut simplement, de mon point de vue, que ce soit bien encadré. Et que lorsque c'est bien encadré, que les mécanismes de surveillance se mettent en place. Mais je pense que le meilleur mécanisme, c'est le citoyen lui-même. L'autre enjeu en matière de gouvernance est budgétaire. Avec des surcoûts, on l'a dit, liés à l'élection. Y a-t-il risque, peut-on craindre des risques de dérapage budgétaire au regard de... Évidemment, et puis on est passé à 8 millions d'électeurs. Je veux dire que tout au moins en matière d'organisation, c'est quand même suffisamment important. Le déploiement qui devrait être fait, déjà les simples listes électorales qui doivent compter 8 millions de personnes, s'il faut les afficher dans tous les... Vous voyez un peu, je voudrais dire, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de dérapage budgétaire dans une année comme celle-ci? Ben écoutez, vous savez, nous sommes des humains. Hein? C'est pour ça qu'il faut des encadrements. Et moi, au niveau de la gouvernance, dans tous les cas, si vous laissez l'humain dans un environnement, il est libre de faire ce qu'il a fait. Notre environnement n'est pas suffisamment encadré? Je pense que s'il est encadré au plan juridique, dans les faits, il présente quand même quelques vulnérabilités. Okay. Présente quelques vulnérabilités, je ne sais pas moi qui vais vous le dire. L'état de droit reste quand même relativement fébrile encore. Quand on parle de l'état de droit, on parle effectivement de la capacité à pouvoir faire suivre et appliquer la loi, ça reste encore vulnérable. Ça veut dire qu'on a encore quelques zones d'incertitude, on a encore quelques fragilités du fait effectivement de cet état de droit-là. Ça, c'est vrai. Et moi, je pense qu'à cette période, et pour revenir à votre question, si on laisse effectivement les gens dans un environnement où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de surveillance, c'est possible qu'il y ait des dérapages. Dans ce contexte, et davantage dans ce contexte, je pense que ça va se resserrer, ou ça devrait se resserrer. Dans tous les cas, vous allez entendre les dénonciations qui vont fuser de toutes parts, parfois la preuve sans preuve. Parfois, ces dénonciations vont pousser les gens à apporter la preuve. Mais je pense qu'en pareille circonstance, il y a des institutions qui doivent jouer leur rôle. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de... Chacun doit jouer son rôle. Lorsque vous parlez de dérapage, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent éviter, ou bien les institutions qui doivent éviter qu'il y ait des dérapages. Ces institutions doivent jouer leur rôle. Ce n'est pas vous et moi qui allons empêcher les dérapages. J'ai même envie de vous dire, sans vouloir apprécier forcément, mais quand même constater que nous sommes encore sous programme avec le FMI. Absolument. Donc il est fort possible que la surveillance également de ce côté ne nous autorise pas autant de dérapages. Bien évidemment, vous connaissez la situation également au niveau de la sous-région Afrique centrale. Il y a des décisions qui seront difficiles à prendre, même si on veut les prendre dans le sens des dérapages. Je pense qu'il y a quand même un environnement contraint, du point de vue déjà des responsabilités ou des engagements que nous avons vis-à-vis du programme de réforme monétaire et des engagements de convergence avec nos partenaires d'Afrique centrale qui vont certainement nous empêcher d'avoir de gros dérapages. Maintenant, s'il fallait hiérarchiser les dérapages, les petits qui vont rester, les institutions doivent pouvoir jouer leur rôle. Maintenant, il y a tout un débat de la neutralité de ces institutions-là. Je pense que c'est en cela aussi que le citoyen, vous et moi, qui sommes dans ces institutions, parce que je pense que ce qu'il faut relever, c'est qu'il faut qu'il y ait
non Vous appelez pas la responsabilité des acteurs. des institutions et des acteurs. Okay. Les institutions doivent être détachées des affinités électorales. Parce que lorsque moi je suis agent public, dans mon bureau, je n'appartiens à aucun parti politique. Bien sûr. J'assume mes responsabilités. Je veux dire que ça c'est l'idéal, ça c'est le principe. Non, ça devrait être ainsi. Quand on voit par exemple en pleine campagne, certains acteurs qui vont avec les voitures administratives, pour ne prendre que cet exemple. Et vous voyez pourquoi je parle justement de la responsabilité des institutions. S'il y a une loi, un décret, un texte qui l'interdit, personne ne le fera. Vrai ou faux? Donc, au plan juridique, je veux dire, si ce n'est pas... bon, je n'ai pas envie de dire que c'est autorisé. Maintenant, peut-être on va appeler à la responsabilité individuelle des uns et des autres, mais si de manière claire, il y a un texte qui est pris par le président de la République, à travers peut-être des démembrements qui dépendent de son autorité, disant effectivement qu'il est interdit d'utiliser les voitures publiques pendant la campagne, personne ne le fera. Pourquoi? Parce qu'à côté de cette interdiction, il y aura une sanction. Et tout le monde, vous et moi, nous allons veiller. Vous êtes les médias, vous êtes des chiens de garde. La société civile, des garants effectivement de la loi. Vous allez vous rendre compte que chacun d'entre vous aura donc un argument, effectivement, pour stigmatiser ce genre de comportement. Mécanisme juridique qui doit se mettre en place. Ensuite, mécanisme institutionnel. Une fois que c'est dit, qui doit s'assurer que c'est respecté? On actionne ce mécanisme institutionnel-là. Et maintenant, au plan de la technologie, on va filmer, non? On va prendre des photos, on va apporter des évidences. Donc moi, je pense que tout ça doit être mis en place. Si ça reste dans un flou, ça reste dilué dans des anecdotes telles qu'on le fait dans les médias, je pense que ça ne va pas résoudre le problème. Vous semblez faire confiance donc aux institutions? Elles devraient jouer leur rôle. Elles devraient. J'ai envie de dire qu'en réalité, en pareille circonstance, peut-être vous allez me dire que ça ne regarde que moi, chacun est quand même interpellé. Individuellement, en tant que citoyen, mais également, surtout institutionnellement. Vous avez dit quelque part en début d'émission que j'étais responsable d'un programme. Absolument. Vous croyez vraiment que lorsque vous êtes responsable, vous avez un certain nombre d'enjeux, en pareille circonstance, parce qu'il faut dire que c'est quand même une période délicate, vous allez vous empêcher d'assumer votre responsabilité sous quel prétexte? Surtout quand vous savez qu'un manquement dans ce cas-là peut engendrer un ensemble de crises. Seulement fort de ce constat-là, je pense que les gens agiraient différemment. Je dis que si on était dans ce monde idéal, on ne connaîtrait pas toutes les revendications qu'on observe souvent lors du contentieux électoral. Justement, peut-être parce que les uns et les autres ne jouent pas leur rôle. C'est pour ça que je disais que si on était dans un monde idéal. Mais je voudrais dire, fort de cela, est-ce qu'on peut dire que cette année électorale ressemblera à une autre aux précédentes? Non, pas du tout. Tout le monde en est conscient. Je pense que ce serait quand même naïf de le penser. Et c'est davantage ce contexte qui est un contexte délicat. C'est un contexte quand même assez délicat. Et pas seulement parce que nous avons l'impression qu'il s'agit d'une transition ou du début d'une transition au regard effectivement des candidatures en présence, mais surtout également parce que les gens ont l'impression que de plus en plus, il y a une sorte de liberté qui fait en sorte que même dans l'une, les gens peuvent exprimer leur liberté. Moi, j'ai été très touchée quand j'ai observé, je crois que c'était à l'extrême nord. C'est l'extrême nord, la Dama, moi je ne sais plus. Tout récemment avec la visite du SGPR, oui. C'était à l'extrême nord. Alors qui pouvait imaginer ça? Donc les gens ont l'impression que... Parce que son hélicoptère a été empêché de repartir. Et par qui? Par les élus d'ailleurs, hein, par les élus et les populations. Qui le crut? Les élus du RDPC en plus. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens ont effectivement l'impression que leur expression au niveau des urnes peut compter. Ils ont même l'impression que leur pression est plus entendue. On a vu avec les enseignants du secondaire. Je n'ai pas envie de dire que c'est même une arme que certains essayent de brandir. Donc désormais, il faudra fonctionner avec comme arme le rapport de force. Mais c'est ça la vraie vie dans le pouvoir. Hein. Il n'y a que ça. Vous aviez l'impression que c'était différent parce que tout ce qui se passe, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème d'exercice du pouvoir. C'est un problème en réalité, j'ai envie de dire, de faire valoir sa voix. Et maintenant, justement, c'est un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu de rapport de force. D'accord. Au-delà, justement, de ce que ce rapport de force soit encadré, justement, ce sont des forces en présence qui vont se challenger. Et quand on parle de force en présence, très souvent, en pareille circonstance, et moi, je crois que
c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais les gens focalisent beaucoup, presque essentiellement sur les partis politiques. On n'essaye pas d'écouter et d'observer autour, au niveau de la société civile, les personnes qui se disent peut-être pas intéressées au plan politicien, mais dont la voix compte. Donc, tout cet environnement-là met en place justement un dispositif de rapport de force qui fait en sorte que le jeu devient intéressant. C'est pour ça que le cadre et les institutions qui accompagnent ce jeu devraient normalement faire très attention. Je pense que c'est le manquement à ce niveau-là qui sera un gros risque. Ce n'est pas davantage la compétition en elle-même. D'accord. Parlons de la conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun, notamment dans sa version numéro 12 de décembre 2024, la version du 18 mars 2025, publiée par la Caisse autonome d'amortissement. Vous avez parcouru ce document-là? Pas dans les détails, mais j'ai quelques informations sur la tête. Les grandes lignes, qu'est-ce que vous en pensez? On vous a dit qu'au-delà même du rapport, vous avez suivi également le rapport de la CA, vous avez également suivi le rapport du Fonds monétaire, Absolument. Qui dit que la dette reste viable, mais il y a un risque de surendettement. J'ai envie de dire que c'est un langage qui nous interpelle en ce sens que nous restons dans des conditions encore tolérables, nous restons même encore, j'ai envie de dire, crédibles. Parce que vous savez également que le taux de pondération au niveau de la BAC est de 0 pour le Cameroun. Ça veut dire qu'on peut emprunter sans avoir de risque de ne pas rembourser. Donc nous sommes dans une situation qui reste viable. Et bien que le risque d'endettement soit là, je pense qu'il y a des mécanismes de surveillance qui sont mis en place justement pour l'éviter. Et il y a des alertes. Il y a des alertes qui ont été données effectivement par le Fonds monétaire. Il y a un tableau de bord qui est également suivi. Et je pense que de ce point de vue, on devrait se féliciter. Parce que il faut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour éviter effectivement des catastrophes. Il y a ça. Il y a un deuxième élément par rapport à la dette, puisque vous évoquez la dette d'Ambéli, qu'il faut quand même saluer. Vous avez suivi que le prix du cacao a augmenté, ce qui donne quand même en termes de ressources au niveau du Cameroun une sorte d'embellie. Et le cacao est passé même deuxième devant le bois, de ressources justement qui nous ramènent des devises. Et donc de ce point de vue, ce sont également des choses à féliciter qui nous donnent des marges effectivement pour gérer notre capacité d'endettement. Alors sur la question de la croissance, le FMI souligne que cette croissance reste modérée, vous l'avez rappelé également. Selon vous, les principaux freins, quels seraient-ils? La gouvernance. Encore, la gouvernance. Parce que moi, j'estime que dans le contexte actuel, on fait beaucoup d'efforts. On en fait même trop. Je vais revenir sur ma petite critique au Fonds monétaire international, parce qu'on a de bons indicateurs économiques, ou tout au moins des améliorations de ces indicateurs-là, par rapport au programme qui est mis en œuvre. Mais au plan social, quand même, il y a de gros risques. Il y a de gros risques. Et il n'y a pas une attention particulière sur certains indicateurs sociaux. Moi, c'est ce qui me chagrine. C'est bien beau de venir dire que nous avons une dette viable, mais reconnaissons quand même que le nombre de pauvres a augmenté. Exact. Et donc, de ce point de vue, on ne pourrait pas se satisfaire de ce programme. Parce que d'un côté, on a peut-être atteint quelques équilibres recommandés, mais on n'a pas amélioré la condition de vie des populations. À quoi ça sert d'avoir un programme qui produit des pauvres? Moi, je ne trouve pas que ce soit un programme viable. Donc, lorsqu'on fait l'analyse, de mon point de vue, moi, je suis microéconomiste et je suis sensible également aux phénomènes sociaux. Moi, je pense qu'on ne doit pas se satisfaire simplement de cette belle embellie, de cette embellie-là. On doit se préoccuper de plus en plus des conditions de vie des populations. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, ça s'est quand même dégradé. Ça s'est dégradé, ça se voit. L'inflation est là, elle est contenue. Ça aussi sont de bonnes nouvelles. Moi, je pense que dans le contexte actuel, il y a quelques bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on va revenir sur la gouvernance tout à l'heure, qu'il faudrait donc soutenir par la gouvernance. Parce que d'un côté, il ne sert à rien de faire des économies d'un côté, ou alors de faire des efforts d'un côté, et de les perdre complètement de l'autre. À la limite, c'est un effort à somme nulle. Et donc, on revient, soit on se rétrograde, soit à la limite, c'est un effort qui n'aura servi à rien. Et donc, de mon point de vue, quand je dis que le problème reste davantage le problème de gouvernance, c'est qu'au plan de certaines réformes, notamment budgétaires, il y a beaucoup d'améliorations, ou il y a quelques améliorations, mais qui sont perdues également du point de vue de la gouvernance. D'accord. Alors, comme je disais, au niveau de l'embellie, moi j'aime bien revenir à ça parce qu'on était quand même dans des situations un peu catastrophiques, il faut le dire. Lorsqu'il y a eu le sommet des chefs d'État, j'avoue qu'on a tous paniqué.
toute la question de la dévaluation du franc CFA, qui était brandie à tort ou à raison, mais dans tous les cas qui était entretenue, faisait quand même peur. À un moment donné, on se demandait si on devait en sortir. Il y a donc eu la belle nouvelle du cacao. Moi, je pense que ça contribue à améliorer les réserves, justement au niveau de la sous-région. Ça, c'est à saluer. Mais maintenant, il faut donc au niveau de la gouvernance qu'on puisse entretenir cette embellie-là. Et moi, je pense que c'est là qu'est tout le problème. Justement, se satisfaire de la croissance, et vous faites bien de le relever, qui ne se fait pas systématiquement ressentir dans le panier de la ménagère. D'autant plus qu'il y a une inflation à n'en plus finir. Hein. Je veux dire que... Elle est contenue quand même, elle diminue. Hein. Si vous suivez quand même les indicateurs, maintenant vous allez me dire peut-être ça ne se ressent pas quand on va marcher. C'est ce que je voulais dire. Là, nous sommes au niveau des indicateurs. Mais je veux dire qu'au marché, ça crie toujours. Ouais. Dès lors, quels sont les leviers à activer pour qui sait peut-être rééquilibrer la donne? Que quand on parle de croissance, à la maison, les gens sentent effectivement que le prix du riz a baissé. Je ne sais pas, les denrées de première nécessité. Mais c'est justement de ça qu'on parle. Il est difficile de convaincre les gens que la situation s'est améliorée quand on a toujours des coupures de courant. Exact. Il est difficile de convaincre quand on n'a pas d'eau. On va vous demander, mais au fait, votre embellie là, c'est à quoi? Et c'est là tout le débat en fait. C'est de dire... Nous avons peut-être des engagements, vous avez parlé de la dette. Nous avons des engagements, on n'en parle pas assez. Nous sommes quand même dans un contexte où les fonds de sécurité sont là, qui viennent également prendre une partie des ressources qui sont justement mobilisées dans le cadre de ces réformes-là. Parce qu'il faut dire que c'est une cagnotte qui doit satisfaire un ensemble de besoins. Absolument. Vous avez dans la sécurité, on ne peut rien sans sécurité. Donc les dépenses de sécurité sont des dépenses évidentes. Mais vous allez vous rendre compte que ces dépenses de sécurité vont jouer un phénomène d'éviction. Parce que quand on va dépenser autant pour la sécurité, les projets de développement vont prendre un goût. Bien évidemment. Et c'est en cela que la discipline à ce moment devient quelque chose de critique. On ne devrait pas tolérer, j'ai envie de dire, la dépense, une mauvaise dépense, même d'un seul franc. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là que nous pêchons effectivement, entre autres. Donc, nous avons ces dépenses de sécurité, malheureusement, qui viennent prendre une partie de ces efforts-là. Nous avons les projets de développement, ou tout au moins les réformes qui étaient engagées, qui sont au ralenti, et dont les effets ne se font pas sentir. C'est la raison pour laquelle les gens vont continuer à se plaindre. Donc, nous sommes dans un environnement ou dans une situation difficile, parce que nous sommes je ne voulais pas utiliser le terme pour dire que nous sommes en crise, mais ce n'est pas très différent. Et ça demande un comportement en situation de crise ne peut pas être considéré comme un comportement en situation de rente. Absolument. Or, nous avons une sorte de paradoxe. Autant nous sommes en crise, autant nous observons que nous avons des comportements des gens qui sont dans une situation de rente. C'est un paradoxe que moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, si on prend donc ces problèmes de gouvernance, je vais prendre un seul exemple, moi qui me chagrine. Dans tous les cas, j'en parle chaque fois que j'en ai l'occasion. Ce n'est pas ici que je vais rater cette occasion-là. C'est le cas des entreprises publiques. Vraiment, il faut arrêter la saignée. Il faut qu'on arrête la saignée. Parce que la problématique, c'est laquelle? La problématique, c'est de les rendre viables. Nous ne pouvons pas avoir des entreprises publiques, à peu près 75 à 80, qui depuis 5 ans, pour la plupart, parce que pas toutes, mais quand même la plupart, sont contre-performantes et rien n'est fait. Rien n'est fait au niveau du remplacement de leurs dirigeants. Rien n'est fait au niveau du respect des mandats et de la loi. Parce qu'on parlait de la loi tout à l'heure. Absolument. Et vous avez raison de dire que je rêvais. Parce que nous avons là un cas concret de ce que les dispositions qui existent ne sont pas appliquées. On aurait même encore pu tolérer, même si ce n'est pas tolérable, que ce soit le cas si ces entreprises étaient viables. Ces entreprises ne sont pas viables, ce n'est pas moi qui le dis, les rapports de la CTS sont là. Donc, cette discipline-là, ou bien ce manque de discipline, est difficile à comprendre quand nous sommes dans une situation de crise. On estimerait, dans ce cas-là, que pour éviter effectivement qu'on ait cette saignée-là, qu'on essaie de mettre en place des mécanismes qui permettent à ces entreprises d'être viables. Il ne sert à rien, de mon point de vue, de multiplier les réhabilitations. Parce que dès qu'une entreprise n'est pas viable, réhabilitation sur réhabilitation, ensuite on va vous dire privatisation. Mettez des gens qui sont capables de gérer les entreprises. Ces personnes sont là. Et donc moi je pense que cette question de discipline est également liée à certains mécanismes de gouvernance que nous utilisons, notamment la discrétion. Donc, dès que nous rentrons dans des mécanismes qui ne sont pas relativement rationnels, il faut savoir effectivement qu'on glisse. Faites allusion à l'expression courante. La nomination est discrétionnaire. Est discrétionnaire. Donc il faut la rendre plus lisible.
écoutez, c'est pas moi qui le dis, regardez, quand il faut que ça marche, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc, vous savez, la fabrique des gestionnaires est quelque chose de critique parce que les gestionnaires, ou tout au moins les gestionnaires entrepreneurs, hein, parce que quand vous gérez une entreprise, vous devez créer de la valeur. Absolument. Soit vous détruisez la valeur, soit vous en créez. Et quand vous détruisez la valeur, vous détruisez même celle que les autres ont créée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les impôts qu'on collecte sont reversés aux établissements publics sous forme de subventions. Absolument. Bon, maintenant, si vous avez des gens qui sont dans des situations où la viabilité de l'entreprise n'est pas assurée, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, bon, on se dit quand même qu'il y a un problème. Et dans le contexte actuel, c'est ce qui pourrait justifier effectivement que malgré les efforts, malgré ces embellies qu'on peut vanter, qu'on ne le ressente pas au quotidien parce que les réformes n'avancent pas, les entreprises ne sont pas performantes, donc elles détruisent à nouveau la valeur qui est au moins générée par le peu d'entreprises qui existent. Et vous dites que la principale réforme, c'est de changer les dirigeants ou ceux qui sont les moins performants. Mais écoutez, si vous n'êtes pas capable de produire les résultats, vous croyez que ça se passe comment dans le secteur privé? On ne va pas vous garder pour vos beaux yeux. Ah ben non, je suis désolé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, les entreprises publiques peuvent se prévaloir de ce qu'elles sont publiques, mais retenons quand même que c'est parce qu'elles sont même publiques qu'elles doivent être performantes, parce qu'elles utilisent les ressources de la collectivité. Et quand on utilise les ressources de la collectivité, en réalité, on doit être plus redevable. Parce que moi encore, je peux créer mon entreprise, je décide même d'être contre-performant, c'est mon argent que je paie, mais l'argent de la collectivité est un argent précieux. Et donc, de ce point de vue, ben oui. Le FMI parle également de l'amélioration de la mobilisation des recettes non performantes. Non pétrolières. Non pétrolières, pardon. Est-ce que le dispositif actuel le permet? Vous citiez le cacao tout à l'heure pour dire que c'était pratiquement des recettes inattendues et dont les performances sont à saluer. Mais dans les autres secteurs, on a le sentiment effectivement que, comme on a longtemps basé nos recettes sur les recettes pétrolières, les autres secteurs ont été... il n'y a pas eu l'impression d'avoir une stratégie de développement de ces secteurs-là pour avoir plus de recettes. Vous évoquez là toute la préoccupation de la diversification de l'économie. Et je pense que sans vouloir vraiment faire du chauvinisme, au niveau de la sous-région, il est reconnu qu'au niveau du Cameroun, nous avons une économie relativement diversifiée. Est-ce que la sous-région devrait encore être notre ambition? On doit aller au-delà. Bon, oui, c'est vrai, mais je veux quand même dire que nous sommes dans le même contexte. Vous savez, il faut parfois comparer les choses comparables. Hein. Je veux dire, nous vivons dans un environnement relativement comparable. On a des ambitions d'être émergents, non d'être comme Singapour. Hein? C'est ça, non? C'est ça. On a cette ambition-là. Et donc, vous avez raison. Juste pour dire en réalité que c'est une grande préoccupation. Vous avez toutes les politiques d'import-substitution, toutes les politiques d'élargissement de l'assiette fiscale, toutes les politiques des recettes non fiscales, pardon, c'est ce que je voulais dire, les recettes non fiscales qui devraient également. Donc, ce sont des politiques qui sont mises en place, qui sont suivies, semble-t-il, qui donnent quelques résultats, peut-être pas encore à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, mais ce qu'on pourrait dire, et j'ai souvent envie de le dire en me disant peut-être que nous sommes maudits, peut-être pas, peut-être non. À ce point-là? Oui, parce que je me dis, faites une expérience, ou tout au moins une hypothèse. Okay. Imaginez, hypothèse fictive, le cours du pétrole monte, le cours du cacao monte, le cours du bois, de toutes les ressources que nous avons, en fait, nous n'aurons plus besoin du FMI. Or, ce sont des matières dont nous ne maîtrisons pas les cours. Absolument. Donc, vous voyez que nous avons, j'ai envie de dire, un patrimoine dont le destin est décidé par d'autres et malheureusement qui constitue la base de nos recettes. Bon, malheureusement, c'est ça la vraie vie également. Et ça demande donc des efforts complémentaires, des efforts supplémentaires. Je pense que dans le contexte actuel, avec la condition qui est la nôtre, il faut donc comme je vous le disais, il faut beaucoup de réformes. Il faut de la discipline dans les réformes. Il faut un engagement dans les réformes. Et ce n'est qu'à ce prix-là, effectivement, que ces réformes qui sont engagées, qui sont sur les papiers, hein, je veux dire, le diagnostic est fait. J'ai envie de dire que même si on peut débattre, certains sont d'accord ou pas d'accord sur les modalités, les solutions, mais au moins une réflexion est faite. Je crois que l'enjeu maintenant, et moi je pense que ça reste un enjeu important, c'est d'améliorer la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance. Je suis microéconomiste. Les macroéconomistes vont vous dire qu'au plan conceptuel, le modèle est mauvais, vous connaissez tout le débat. Mais on peut effectivement remonter également à ce débat-là. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de gouvernance, on peut en parler au niveau vraiment micro, mais aussi au niveau macro. Absolument. Parce que tous les débats de l'état
est-ce qu'on est décentralisé ou on va vers le fédéralisme, comment on appelle la forme de l'État. De la forme de l'État. Ce n'est pas un débat fortuit. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une stratégie, chez nous en gestion, qu'est-ce qu'on dit? La stratégie doit être arrimée à la structure. Donc, lorsque vous mettez en place une stratégie, lorsque vous avez un ensemble d'intentions, vous avez un ensemble de prétentions, rassurez-vous que ces prétentions collent avec la structure que vous mettez en place. Et je pense que même seulement ce débat est un débat de gouvernance important. Vous ne pouvez pas, dans le cadre de votre stratégie, dire que la croissance sera tirée par le secteur privé, dire également que nous sommes un État décentralisé et ne pas donner des ressources aux structures décentralisées. Alors, je rappelle, je parle à l'experte et je pose la question à l'experte. Ouais. On regarde notre contexte, de notre environnement, de notre politique, de notre niveau de développement, de notre croissance, du délaissement du volet social, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelle est la politique, quelle est la forme de l'État adaptable à notre pays au regard de notre potentiel économique? Fédéralisme, décentralisation, whatever. Il n'y a pas de panacée, hein. Il y a un problème de cohérence. Non, non, je vous réponds, vraiment, il n'y a pas de panacée. Il y a un problème de cohérence. Ça veut donc dire quoi? Même l'État unitaire, même l'État, le Japon s'est développé, non? Par exemple. Par exemple, moi je pense qu'il faut simplement mettre la cohérence dans les choix que nous... Quelle est l'incohérence avec notre forme de l'État? Première incohérence, ou tout au moins, une incohérence de fait. D'accord. Nous avons... Et puis nous avons suivi l'évolution de ces décisions, même si les gens estiment qu'on doit aller de manière incrémentale. Nous avons fait le choix d'avoir un document, je peux dire de développement, qui retrace en termes de déploiement dans les différents secteurs la façon dont l'activité doit se déployer. Le DSE. Le DSE est maintenant la SND 30. Exact. Que nous disent ces documents? Ces documents nous disent que nous avons les ministères qui pensent la politique, nous avons les CTD qui implémentent au niveau local, nous avons les entreprises qui sont des bras séculiers, qui sont également dans les secteurs. Donc il y a une conception de la mise en œuvre de ce déploiement-là qui doit s'observer sur le terrain. Parce qu'au fond, quand vous lisez ces documents, la description est bien faite. Absolument. Et c'est pour ça que le débat, excusez-moi d'ouvrir la parenthèse et fermer un peu la parenthèse pour revenir à certaines incohérences, le débat MINSEP fait qu'à faute. C'est quand vous avez d'un côté un ministère qui réfléchit à la politique, d'un autre côté une instance publique également, ou alors une association qui a reçu mandat de l'État d'exécuter. Et puis il faut mettre en place un dispositif de gouvernance qui permette à chacun de jouer son rôle. Donc vous avez dans une organisation qui est pensée comme celle-là, qui dit que vous avez des... Et nous avons eu tout le débat de l'État régulateur. Absolument. Nous avons eu des agences de régulation. Ça veut donc dire que dans le déploiement de l'État, il y a une sorte de délégation qui est actée. Mais maintenant, dans les faits, dans la pratique, il y a des incohérences qu'on peut observer, même au niveau de la décentralisation. On a dit qu'il fallait transférer 15% du budget. Bon, les gens estiment que au niveau local, les gens ne sont pas encore outillés. Que la mise en œuvre doit être progressive. Elle doit être progressive. Il faut le personnel. Bon, la progressivité. Conséquence, on a des poubelles qui jonchent nos rues. C'est pas moi qui le dis. Bon, on fait, pas moi non plus, mais je veux dire que quand on fait circuler nos caméras dans les rues, on observe effectivement qu'il y a un certain nombre de manquements. Donc vous ne pouvez pas penser cette conception-là et puis dans les faits, vous-même, vous bloquez encore la mise en œuvre. Maintenant, si vous estimez que les gens ne sont pas matures, il y a des délais qui sont mentionnés dans ce document, qui sont dépassés. Donc, moi, je pense que cette incohérence-là ne rend pas la vie facile, ne rend pas les réformes, faciles. Donc, vous posez la question de savoir quelle est la meilleure forme. Je dis donc que c'est un problème de cohérence. Si vous avez décidé d'avoir cette forme-là, mettez en place tous les principes qui permettent à cette forme de l'État de réussir. Je vous prends souvent, je prends un exemple, je prends souvent ce cas pour marquer un peu la délicatesse justement de la cohérence. Vous savez, dans le domaine médical, je parle là vraiment avec beaucoup de prudence. Et je peux me tromper, vous me pardonnerez si c'est le cas. Lorsque vous êtes par exemple, vous avez vos deux reins dysfonctionnels et qu'on doit vous greffer un rein, c'est pour vous sauver la vie. Bien sûr. Mais il se pourrait que pour qu'on vous greffe un rein, il faut qu'il y ait une compatibilité entre le donneur et le receveur. Absolument. Même quand il y a compatibilité et que la greffe a même tenu, on vous administre les immunosuppresseurs parce que le corps a tendance à rejeter
un corps étranger. Absolument. Vous voyez un peu la précaution qu'on prend pour poser un acte délicat comme celui-là. C'est la même chose en gouvernance. Vous ne pouvez pas souhaiter avoir un résultat et puis vous faites complètement le contraire. C'est un peu comme lorsque vous prenez votre voiture, vous dites que vous voulez rouler, au lieu de mettre l'essence ou le gasoil, vous allez mettre de l'eau ou alors du jus. Comment est-ce que vous vous imaginez que la voiture va rouler? Ce n'est pas possible. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire, on a de bonnes intentions, on met un cadre même en place, un cadre juridique qui est là, on prévoit même un ensemble de mécanismes, et puis on ne les exécute pas. Et on veut quand même avoir les résultats. La question d'après, c'est de dégager les responsabilités. Mais écoutez, on sait où sont les responsabilités. Elles sont où? Partout. Oh, c'est pas aussi facile comme ça. Ben oui, je peux vous décrire. Je dis responsabilité collective. Vous voulez qu'on commence? Non, ce n'est pas collective. Je n'ai pas dit qu'elle est collective. J'ai dit que la responsabilité est partout. Allons-y. Vous voulez qu'on commence par quoi? Je vous laisse commencer. Bon. Quelle est l'échelle? Alors moi, je prends l'exemple que je maîtrise le mieux et que j'aime, les entreprises publiques. OK. D'accord? OK. Quel est l'inconfort qu'on peut avoir? C'est qu'on n'a pas respecté les mandats. D'accord. C'est le président de la République qui... Non, écoutez, quand vous dites que la responsabilité est partout, OK. Le président de la République est celui qui nomme. D'accord. Quel est le processus pour qu'il nomme? Il faut que ce soit déclenché par le président du conseil d'administration, si jamais les mandats des directeurs généraux sont échus, transmet à la tutelle technique, qui transmet au président de la République 6 mois avant la fin du mandat. Je vous mets au défi de savoir qui l'a fait. En tout cas, moi j'étais dans les entreprises publiques. Je ne suis pas sûr que... Ça a été fait. Qui est donc responsable? C'est pour ça que je vous dis que la responsabilité est partout. Deuxième élément, je prends seulement la performance. On dit clairement, article 1 des lois de 2017, les entreprises publiques doivent être performantes. Évaluation par la CTR. La CTR vous dit, toutes les entreprises, ou la plupart, 80% présentent des risques budgétaires. D'accord. Elle a fait son travail. Les autres ont fait quoi? Responsabilité partagée. Tout le monde, moi je dis souvent, on peut décider de se désolidariser. Hein. On peut même dire que j'ai fait ma part. Oui, peut-être. Mais dans tous les cas, lorsqu'on observe bien, on va se rendre compte que lorsque nous sommes dans une société où l'état de droit est fragile, lorsque nous sommes dans... Et quand je parle d'état de droit, c'est même le rôle aussi de la société civile. Hein, parce que vous allez vous rendre compte que même à ce niveau-là, on va dire qu'elle n'est pas structurée, elle n'est pas... Peut-être également il y a une responsabilité au plan de la citoyenneté individuelle. Moi je dis, si vous... Moi je suis microéconomiste, si moi... Si les autres, chacun d'entre nous décide de faire ce qui doit être fait, on va observer que le changement va se faire. Ça me rappelle un peu une sortie d'Anissé Kané, le président, à l'époque président du président Madem toujours, qui disait, lui refuse qu'on dise de lui qu'il est responsable du bilan de ce pouvoir. Et c'est l'impression que vous nous donnez ce soir quand vous dites responsabilité à tous les niveaux. On a élu un président de la République qui a nommé évidemment des personnes qui devraient l'accompagner, mais au soir du bilan, on nous dit non, c'est parce que vous n'avez pas appelé Isakam pour enlever les poubelles, c'est parce qu'on n'avait pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, mais à la fin de la journée, j'ai envie de vous dire que j'ai confié ce travail au président de la République. Alors moi, je vais vous prendre un exemple. D'accord. Un exemple qui n'est pas très proche. Quand vous allez ailleurs, vous violez un feu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là sur le terrain. Le policier qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous verbalise. Bien sûr. Vous perdez des points dans votre permis. Bien sûr. Le président de la République n'intervient pas. Qu'est-ce qui nous empêche d'assumer nos responsabilités? Franchement, je prends cet exemple simple. Les écarts sont partout. Ce n'est pas une société viable. Allez chercher les responsabilités où vous voulez, même si on peut avoir une graduation. Peut-être parce que la culture de la sanction... Très bien. Vous savez, la culture est un élément très important dans une organisation. Absolument. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des garants de la culture. Prenons nos traditions. Il y a des garants de la tradition, sinon la tradition se perd. Absolument. Et les garants de la tradition, c'est qui? Il y a des gens qui sont là, qui préservent effectivement les fondamentaux. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est comment ça se transmet. Parce que de génération en génération, s'il y a des déperditions, dans tous les cas, cette tradition va. Et donc, vous vous rendez compte que, et je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie de dresser une situation catastrophique, d'année en année, si on ne fait pas gaffe, effectivement, ce qui avait de précieux se perd. Absolument. Et à ce moment, il y a quand même des responsabilités.
C'est pour ça qu'on insiste, enfin moi j'insiste, sur la responsabilité institutionnelle. Parce que lorsque vous êtes à la tête d'une institution, qui plus est une institution publique, qui a un mandat précis, et que vous n'assumez pas votre responsabilité, en réalité vous mettez en péril. Donc vous êtes responsable. Absolument. Maintenant, nous les citoyens, et c'est la raison pour laquelle le débat que nous avons sur la démocratie est un débat important, nous devons avoir des moyens pour contraindre les dirigeants à respecter ce pourquoi. Mais bien sûr. Alors, quand vous êtes dans un environnement où les gens ont peur, ils veulent voir leurs enfants grandir. C'est ce qu'on dit. C'est aussi une conséquence. C'est un mélange de... C'est le bazar. C'est une société qui est dans le bazar. Que des gens qui sont fait martyriser dans le maquis. Donc, vous voyez donc comment tout se mélange. Voilà. Et tout se... Donc, moi, je veux voir mes enfants grandir. À la limite, je m'en fous de ce que fait le voisin. Mais ce qu'on ignore, c'est que si le feu prend chez le voisin, dans tous les cas, de contamination. Absolument. Donc, dans tous les cas, tout le monde sort perdant. C'est la même chose avec la corruption. Les gens vont vous dire, ah, vous savez, on va faire comment? On est obligé. Et c'est vrai. Croyez à ma petite expérience, j'ai un cabinet. Lorsque vous allez, que vous devez vous faire payer et qu'un agent public, du haut de sa responsabilité, bloque votre facture pendant 4 mois, vous êtes tenté quand même de faire autrement. Vous voyez que c'est un dispositif qui est, en tout cas, pour changer, ça va demander du temps. Le temps qu'on a pris pour détruire, là, ça va demander 2 fois le temps pour reconstruire. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter. Et ce qui fait le plus mal, c'est que les personnes qui sont en responsabilité, qui devraient le faire, sont parfois celles qui sont invectivées. Et donc finalement, vous avez la légitimité juridique. Absolument. Vous avez le pouvoir de le faire, vous ne le faites pas. Vous fragilisez même ceux qui peuvent même être capables de vous empêcher de le faire. Parce que nous avons quand même vu des cas qui sont des cas, comme vous avez dit, qui peuvent justifier que les gens soient résignés. Oui, parce que vous imaginez bien que si je pose un acte difficile et qu'on m'envoie à Salapompe. Bon, en tout cas, envoyez-moi à l'Est. C'est un exemple. Hein. Envoyez-moi à l'Est, c'est le chez moi. Je me plairais. Mais vous voyez, les gens font les analyses parce que nous sommes tous des homo economicus. Absolument. Nous sommes dans un environnement, les gens vont dire, ah, chacun va maîtriser son risque. En fonction de l'appétence que vous avez du risque, vous allez agir ou ne pas agir. Mais ce n'est pas une république. La république doit être encadrée. Elle doit être réglementée. La règle doit être valable pour tous. Donc, lorsque nous sommes dans un environnement où tout est comme ça, alors moi, je vais vous faire une confidence. Enfin, ce n'est pas une confidence, nous sommes à la télé. Lors d'un repas avec un diplomate, représentation diplomatique, la personne dit, mais ce que je n'arrive pas à comprendre au Cameroun, c'est que quand on prend une décision ou un engagement, ce n'est jamais ferme. C'est toujours selon. Ça peut changer. Au point où quand vous venez prendre l'engagement chez moi, je vous dis le délai c'est 2 semaines. Vous estimez quand même qu'en 2 jours je dois traiter le... Je ne sais pas si vous voyez. Absolument. Donc nous sommes dans un environnement où la règle et la loi en réalité sont flexibles. Absolument. Oui, à la limite on peut ne pas. C'est pas grave. On a l'habitude de le faire, rien ne se passe. Bon, c'est pas systématique la sanction. C'est même toléré dans l'environnement. Vous avez les féminicides. Un homme tape sa femme, c'est normal. Il tape même à mort. Je ne suis pas sûre que après l'émotion, que ça reste effectivement un cas j'ai envie de dire quoi, une préoccupation nationale. Nous avons eu combien, je crois, 84 féminicides l'année dernière. Donc nous sommes dans un environnement où même le meurtre est banalisé. Comment c'est possible? Donc moi je pense il faut qu'on revienne aux valeurs fondamentales. Il faut qu'on revienne à la loi, il faut qu'on revienne à la règle. Ça commence dans les familles, ça commence dans la société. C'est pour ça que moi j'estime que il y a des gens qui peuvent être interpellés du point de vue de leur responsabilité institutionnelle. D'accord. Mais individuellement, nous sommes tous concernés. Nous n'allons pas croire que la société va changer simplement si chacun... Alors, pour revenir au FMI, notamment sur la vulnérabilité du secteur financier, le FMI appelle à un renforcement de la solidité du secteur financier, à une recapitalisation des banques. Alors, quels sont les risques actuels pour le système financier? Alors, il faut dire que moi, c'est un rapport qui m'a interpellé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes jeudi. Le 18, en tout cas, le 20 mars. Il y a une réunion importante à la BEAC, lundi. Justement, la réunion du comité de la politique monétaire. D'accord. Alors, c'est une réunion importante pour revenir à ce que vous dites, qui va déboucher à une décision que nous allons tous suivre. Nous suivons cette décision-là au niveau du taux directeur, qui est actuellement de 5%. Alors, ils vont se réunir pour apprécier effectivement la situation monétaire de la sous-région. Et si jamais, et moi je suis très curieuse de voir effectivement ce qui va se passer, si le taux baisse, c'est une très bonne nouvelle.
Ça veut donc dire qu'il y aura une embellie, il y aura plus d'argent dans l'économie, il y aura un encouragement à l'endettement, il y aura bon, ce sera un bon signal. Si le taux augmente, ce sera un mauvais signal. Ça veut donc dire qu'on va resserrer effectivement l'économie, il y aura moins de circulation de la monnaie, etc. Donc moi je pense que lundi, je nous invite à être très attentifs. Ça pourra apporter une réponse à ce que vous dites, une réponse beaucoup plus rationnelle, une réponse claire. Alors, en ce qui concerne effectivement la vulnérabilité, vous savez, depuis que nous sommes sous programme depuis 2017, le débat a commencé en 2016, mais depuis 2017, il y a effectivement cette vulnérabilité qui est dénoncée. Absolument. En décembre dernier, lorsque les chefs d'État se sont réunis, il y avait une vulnérabilité au niveau du taux de change. Donc moi, je pense que ce sont des indicateurs qui sont suivis, mais comme je vous disais encore, je n'ai pas envie de dire que ça ne m'intéresse pas, mais dans tous les cas, c'est l'effet justement de ces réformes-là sur le social qui devrait davantage nous intéresser. Et nous, on a comme l'impression, moi j'ai comme l'impression que ce qui intéresse les gens, quand moi je lis le rapport, ou ce qui intéresse le Fonds monétaire, c'est simplement de venir présenter ces indicateurs, mais sans rappeler qu'il y a quand même une pression très forte que ces réformes-là exercent sur le social. Et au bout du compte, quand on aura atteint un certain nombre d'exigences ou respecter un certain nombre d'exigences, est-ce qu'on se sera préoccupé de la vie, finalement, qui est, au fond, la plus importante au regard de tout ce qu'on fait. Et que faut-il faire pour y arriver, justement? Donc moi, je pense que, je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement a des marges de manœuvre. Je pense que dans le programme du Fonds monétaire international, il faudrait qu'on ait des indicateurs sociaux. C'est vrai qu'il y a parfois des programmes d'accompagnement, on a entendu parler des filets sociaux, mais l'impact reste encore un impact très marginal. Enfin, de mon point de vue. Je pense également que certaines réformes, peut-être, pourraient avoir des conséquences au plan social. Je pense à l'inflation, toutes les réformes qui visent à réduire l'inflation, qui est relativement maîtrisée et qui semble également, semble-t-il, pourra également, contrairement à ce qu'on pensait, diminuer au point d'atteindre la convergence souhaitée de 3%, il paraît. Peut-être ce type de réforme aurait des conséquences sur le social. Mais quand on analyse, moi je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit seulement en termes de conséquences. Il faudrait que ce soit effectivement, que l'humain, bon vous allez me dire que nous sommes dans un environnement libéral, ce n'est pas du socialisme ou du communisme. Ah, ça c'est sûr. Mais si l'humain n'est pas au cœur de ces problématiques, je pense que ça va quand même... On va partir des objectifs. Oui. Alors le FM revient également sur cet aspect de risque de surendettement. Ouais, qui reste, vous savez, c'est un problème de qualité d'endettement. Et viabilité de la dette. Tout à fait. Alors, au regard de ces deux éléments, comment, du moins, quelles sont les réformes à mener pour poursuivre quand même le développement? S'endetter davantage, prôner le risque, ou y rentrer définitivement, ou alors mesurer ou freiner le développement, ou alors, je vais dire... C'est comme une impasse. Ah, ça voilà. C'est comme une impasse. J'ai envie de vous prendre quelques exemples. D'accord. Pour revenir à la discipline, à la gouvernance. Okay. C'est vrai que j'insiste beaucoup, peut-être parce que c'est le champ que je maîtrise le mieux. Je me souviens en 2006, quand nous avons atteint le point d'achèvement. D'accord. Ça a été célébré. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Tout le monde sera riche. Voilà. C'est ce qu'on se Et vous voyez, ce qui était amusant, c'est qu'on célèbre une discipline. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on devait faire. Exact. Mais on estime que... moi, c'est cet état d'esprit-là. Donc, moi, je pense qu'il y a un narratif autour, effectivement, de tous ces programmes-là. On va célébrer ces croissances, on va célébrer... Mais en réalité, on a l'impression que le discours autour du développement est un discours qu'il faut peut-être voir de très près. De plus en plus, je suis très sensible à la langue. Okay. Vous imaginez, je prends un exemple et j'emprunte cet exemple-là, un aîné, justement, qui nous contait cet exemple ce matin, qui disait que tout le monde est sensible à la mort. Exact. Imaginez qu'on vienne nous dire que si nous ne faisons pas ceci, tout le monde au Cameroun va mourir. Quelle pourra être notre attitude? On se mettra au pas. Mais quand on vient vous dire que vous êtes riche, vous avez les matières premières, à la limite vous pouvez transiger, vous pouvez même hypothéquer. Conséquence, il y a relâchement. Mais écoutez, on n'a pas d'effort à faire. On n'a pas d'effort à faire. Et qui plus est, quand on vient entretenir un autre narratif en disant que, oh, vous savez, vous avez même beaucoup de ressources, ce sont vos dirigeants
qui ne... On crée quoi? Un conflit entre les autres et les dirigeants. Donc, je pense qu'il y a un narratif quand même, lorsqu'on observe, je ne voudrais pas trop épiloguer là-dessus, qui est quand même un narratif qui nous endort. Si tout le monde, parce que vous savez, le sentiment d'urgence nous met en mouvement. D'accord. Le sentiment d'urgence nous met en mouvement. Même les embellies dont on parle là, en réalité, ces embellies vont nous endormir. Et vous allez vous rendre compte que, en réalité, nous serons dans une spirale de dessiner le diable sur les... Écoutez, la situation est quand même grave, je suis désolé. Sur l'embellie du cacao, par exemple. Les planteurs, ils ne vont pas vous laisser partir comme ça. Non, mais je veux dire, c'est une embellie qui ne nous sert à rien. Si avec ça, on a des entreprises publiques qui sont défaillantes, absolument. Si avec ça, on est encore obligé d'aller s'endetter, c'est vrai que nous bénéficions encore de la confiance de... Mais ça reste fragile. Moi, je pense que nous avons une économie qui fait craindre, parce que s'il y a un vrai choc, je ne suis pas sûr que notre économie pourra résister. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà le pétrole 7, nous avons le cacao, nous avons le bois, nous devons développer comme ça des cultures qui nous permettent d'avoir des devises, et nous devons travailler dur pour éviter effectivement de perdre également. Je vous dis, moi j'ai souvent l'habitude de croire, je rêve d'un environnement où au moins ce qu'on a gagné, qu'on ne le perde pas. Parce qu'on travaille déjà dur pour le gagner. Et s'il faut le perdre par fantaisie, parce que c'est souvent de la pure fantaisie, c'est souvent je peux dire des décisions en réalité, bon, je ne veux pas faire une injure à qui que ce soit, qui pourraient peut-être bénéficier de plus de rationalité. Parce qu'il y a des outils pour être rationnel. Et parfois, on a l'impression qu'on n'en a pas envie. Alors, vous d'ailleurs aussi, vous revenez grandement là-dessus. Tout le monde parle de réformes structurelles. Réformes structurelles à mener. Je veux dire, si on veut la croissance, il faut des réformes. Les recommandations du FMI, c'est pareil. Quand on va à la barde... Et vous n'y croyez pas? Ben, je veux dire qu'on en entend tellement parler que finalement, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Mais la question que je voulais poser, c'est, nous sommes en année électorale, vous avez certainement plus ou moins parcouru les différents programmes des candidats. Est-ce que vous êtes convaincu que les uns et les autres, alors, c'est véritablement pris en compte par les politiques et aujourd'hui par les décideurs? Qu'est-ce que j'en sais? Non, je ne suis pas dans le... À l'observation des... D'abord, je n'ai pas les programmes pour les hommes politiques qui ne sont pas encore en exercice du pouvoir, mais pour ceux qui le sont, à l'observation des mesures prises, les décisions mises en place et tout le dispositif, est-ce que ces réformes-là, véritablement, puisqu'on en parle depuis et ça ne date pas d'aujourd'hui, en 2006 déjà, on disait il faut de nouvelles réformes pour maintenir le cap, pour ne plus rentrer dans l'endettement, pour ne plus. On a l'impression que, à force de le redire, c'est aussi l'aveu de ce que on n'y est pratiquement pas. Donc, en fait, vous savez, dans la vraie vie et dans tous les pays, les réformes sont ce qu'il y a de plus permanent. Parce qu'il faut s'adapter. Donc, avoir des réformes, ce n'est pas ce qui est un problème. Une réforme, parfois, appelle une autre. Hein. J'ai envie de dire que c'est tout un cycle. Quand on parle de changement, d'innovation, en réalité, ce sont des réformes permanentes. Nous avons la technologie qui nous bouscule. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est quels sont les résultats de ces réformes. En parler, on en a toujours besoin. D'accord. Mais maintenant, quels sont les résultats? Ces résultats restent mitigés. Et ces résultats restent mitigés, pourquoi? Parce qu'en réalité, je vais vous prendre, on en a d'ailleurs déjà parlé, le cas des routes, le cas des projets hydroélectriques, c'est ça? Voilà. Pour l'énergie. Pour l'énergie, voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que, et c'est là qu'est tout l'enjeu de la gouvernance, le pilotage, faire face au choc, anticiper les chocs, mettre en place des dispositifs rationnels ou alors, j'ai envie de dire, des mécanismes qui permettent de choisir de bons mécanismes de financement. Il y a une intelligence en réalité, une ingénierie dans le pilotage des réformes qui fait en sorte que il peut arriver qu'on fasse des erreurs qui soient fatales. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs qui soient fatales. Et donc, de ce point de vue-là, lorsque vous engagez, par exemple, l'ensemble des réformes, et notamment les réformes de long terme, il faut faire très attention à toutes les décisions de court terme. À toutes les décisions qui de court terme. Qui peuvent impacter absolument. Et fatalement les réformes. Alors, si je prends certaines réformes dans le secteur de l'électricité, nous suivons quand même l'actualité. Nous nous rendons compte il suffit qu'un acteur manque à un de ses engagements pour que la réforme soit hypothéquée. Absolument.
Et c'est très grave. Ça veut donc dire que lorsque nous sommes dans des contextes de réformes délicates, le pilotage doit être minutieux. À la limite, des rattrapages doivent se faire à temps. On a vu des barrages. Je pense que celui où il y a eu des inondations dans un village, etc. Ça peut donner l'impression qu'il y a eu des problèmes techniques, peut-être des problèmes de coordination, peut-être des problèmes... Juste pour dire qu'en réalité, même si lorsqu'on engage une réforme, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, et c'est pour ça aussi qu'on a des outils effectivement pour piloter l'avenir. Prenons quelques exemples, pour ne pas simplement dire que c'est parce qu'on est incompétent, ou alors quand on est incompétent parce qu'on n'a pas pu anticiper. Regardez ce que produit l'élection de Trump. Dans des environnements inimaginables. Il suffit que Trump prenne une décision à l'extrémité d'un continent qui ne nous est même pas particulièrement rattaché, parfois dans des environnements microéconomiques. On voit l'impact dans certains secteurs en ce qui concerne l'emploi. On va le voir dans la santé, on va le voir. Donc si nous pilotons les réformes avec le nez sur le guidon, sans lever la tête et voir ce qui se passe, effectivement, on peut avoir... Alors moi, j'ai suivi le discours du président de la République de décembre dernier. D'accord. Alors, le président de la République nous dit, il y a des efforts qui ont été faits, et c'est vrai. Mais ces efforts sont annihilés par l'évolution démographique. Bon, question. Sommes-nous surpris par l'évolution démographique? On peut se poser la question. Donc, il n'y a pas eu de prévision. Ou tout au moins, c'est ce qui est dit. Que la pression démographique est un problème. Si c'est un problème, peut-être c'est un problème qui nous a surpris, peut-être c'est un problème qui n'a pas été pris en compte, ou alors les prévisions qui ont été faites sont décalées de la réalisation que nous avons eue. Donc, seulement cet indicateur-là tend effectivement à dire que, bon, dans tous les cas, mener des réformes ou gérer une entreprise, ça demande des compétences. Et j'ai envie de conclure en vous disant quoi? Et on se bat pour dire que gérer une entreprise, conduire une équipe, ça demande des compétences. C'est un métier. On prend 7 ans pour former un médecin. Pourquoi vous imaginez que vous, on ne vous forme pas et on vous prend... Vous sortez de l'ENAM et vous êtes directement... Directeur général d'une entreprise, parce que vous avez été bon médecin, vous êtes directeur d'un hôpital. Mais vous ne connaissez rien de la direction d'un hôpital. Même si vous avez été brillant clinicien, vous n'en savez rien. Et donc, dans certains environnements, il y a des pipelines pour fabriquer les managers. On va vous demander de faire un MBA. On va vous demander d'aller à l'ENAM à la section administration générale. On va vous demander... Et vous savez, la surprise que moi j'ai eue quand j'analysais même le profil des directeurs généraux de nos entreprises publiques, ils sont plus des ingénieurs. Il y a plus d'ingénieurs qu'un autre profil. Ils ont certainement des rudiments, mais je suis désolée. Je pense on fait beaucoup en torse à la compétence. Et quand on parle de compétences, ce n'est pas seulement les hard skills, hein. Il y a aussi les soft skills. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a une sorte de préparation à la fonction, qu'il y a une sorte d'encadrement à la fonction, qu'il y a une sorte de sanction à la fonction. Malgré toutes les écoles que nous avons, ENAM, la discrétion. École nationale de... La discrétion. Le pouvoir discrétionnaire. Donc, en d'autres termes, pour vous, il doit y avoir de réformes dans les formes de nomination des dirigeants. J'ai envie de vous dire... Je ne sais pas, ce n'est pas que je ne crois pas aux réformes hard. D'accord. La première réforme, ce sera sur l'humain. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut, dans la fabrique de l'humain, diffuser, je ne sais pas à partir de quel âge, je ne sais pas s'il faudra nous exterminer tous, mais dans tous les cas, il faudra agir. Parce que ce sont les hommes, en réalité, qui gèrent les institutions. Bien sûr. Quand on parle de la corruption n'est écrite dans aucun livre, dans aucun manuel scolaire. Aucun. Dans aucun manuel scolaire. Mais on pratique la corruption. Et donc, on pratique la corruption parce que ce sont les individus qui la pratiquent. Peut-être parce que les dispositifs également sont pour eux. Je suis d'accord. Donc, l'enjeu reste quand même aussi l'humain. Parce que la qualité des institutions est déteinte également par la qualité des hommes qui l'administrent. Quand on parle, par exemple, de la maîtrise ou tout au moins du respect des lois, c'est toujours les hommes qui font respecter les lois. Les gens se plaignent de la qualité de la justice. Qui est la justice? Ce ne sont pas les animaux, ce sont les humains. Peut-être c'est ce mélange, cette cohérence. Est-ce que nos dirigeants ont des problèmes de formation? Qu'est-ce qu'on met dans la formation? Parce que ne voyez pas seulement le diplôme dans la formation. Ah, justement. Ah non. Ne voyez pas seulement le diplôme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez dans un établissement, on peut vous demander quel est l'individu que vous voulez former. Ou bien quel est l'individu qui va sortir du système de production. Absolument. Et dans cet individu-là, vous allez voir que nous aurons des connaissances, ce qu'on appelle souvent des savoirs. Nous aurons des savoir-faire. Et nous aurons des savoir-être. Alors, la question que vous posez, vous allez certainement me dire que nous avons tous les diplômes, nous allons... Oui, c'est des savoirs. Qu'en est-il des savoir-être? Qu'en est-il
Savoir-faire. Le savoir-faire. Je vais même plus loin pour devenir un peu, peut-être pointu pour certaines disciplines. Les gens vont vous dire que l'adulte d'aujourd'hui est l'enfant de demain. Notre famille ressemble à quoi? Nos différentes familles commencent à ressembler à quoi? Nous avons combien de familles monoparentales? Nous avons combien de... On peut même partir de là. C'est la raison pour laquelle dans d'autres environnements, l'enfant n'appartient pas à la famille. L'enfant appartient à l'État. Au point où l'État est capable de vous récupérer cet enfant parce qu'il estime que vous n'êtes pas digne de son encadrement. Donc vous voyez qu'en réalité, lorsqu'on parle de formation, de former l'humain, il ne s'agit pas de diplôme en réalité, ou simplement de diplôme. Parce que vous allez me dire, oui, nous sommes des diplômés. Oui, autre chose également. Vous savez, on peut mettre des intelligences ensemble sans qu'il y ait de synergie, sans qu'il y ait de cohésion, sans qu'il y ait de cohérence. Donc il y a également un appel, on entend souvent parler, un appel au patriotisme, un appel à l'amour de la patrie, un appel... Moi j'aime bien les militaires qui disent souvent la patrie d'abord. Moi je suis fille de militaire et on voit effectivement l'engagement que cela entraîne. Donc la formation c'est tout ça. La formation, ce sont les valeurs. La formation, ce sont les slogans. C'est la raison pour laquelle nous, en gestion, la culture et les symboles sont importants. Absolument. Quand vous arrivez au Cameroun, on va vous dire l'impossible n'est pas camerounais. Vous imaginez la niaque que ça donne? Vous allez au Tchad, on va vous dire le dur est tchadien. En Côte d'Ivoire, on va vous dire le découragement n'est pas ivoirien. Mais écoutez, c'est en une phrase que ça se joue. L'énergie se retrouve là-dedans. Au point où vous avez des gens parfois qui incarnent cette énergie-là. Ce n'est pas écrit, c'est de la formation également. Ce sont des symboles auxquels on s'accroche effectivement pour former l'humain. Et donc, de ce point de vue, le diplôme, oui, mais vous pouvez avoir des pervers narcissiques qui sont diplômés. Hein. Pensez-vous que l'alternance à la tête de l'État, vous hésitez? Je ne voyais pas venir. Je peux terminer ma question. Que l'alternance à la tête de l'État peut améliorer ou avoir un impact significatif sur la gouvernance? Bon, je reprends la question. C'est l'enjeu de la question. Est-ce que l'alternance à la tête de l'État peut avoir un impact sur la gouvernance? Sur la gouvernance. Oui. Maintenant, quel impact? C'est ça le débat. Ce qui est sûr, lorsqu'on parle d'alternance, on peut d'abord se poser la question de quelle alternance. On peut avoir l'alternance des individus. Là, vous avez fait des réponses intellectuelles. Non, non, non. Je veux dire que, quand on parle... Je reviens. Je vous laisse terminer. Oui. Et je ne vais pas fuir votre question. Ok. Je veux simplement qu'on s'entende. Allons-y. Il faut qu'on s'entende. Parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Ok. On peut avoir l'alternance des individus. Exact. On peut avoir l'alternance des partis politiques. Exact. On peut avoir l'alternance idéologique. Ok. D'accord. Ok. Il faudrait que ce n'est pas la même chose. En termes d'impact, parce que je veux dire l'impact, oui. Quel que soit le type d'alternance, parce que c'est un mouvement. Absolument. C'est un mouvement. Et n'oublions pas que dans ce mouvement-là, nous avons des hommes. Et ce qui est important au niveau des hommes, ce sont les valeurs et la vision. Donc, quel que soit l'alternance, j'ai envie de vous dire qu'il y aura un impact sur la gouvernance. Parce que d'un homme à un autre, d'un parti à un autre, d'une idéologie à une autre, nous aurons une différence de valeurs et nous aurons une différence de vision. Maintenant, quel impact? Et c'est là tout l'enjeu en réalité de votre question. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on rentre dans une phase comme celle-ci, on rêve. Mais il peut arriver que le changement là nous apporte des résultats en termes d'impact négatifs ou positifs. Maintenant, heureux celui qui pourra répondre à la question de savoir si l'impact sera positif ou négatif. Moi, je suis incapable de vous dire. Je suis incapable de vous dire. Mais ce que moi je sais, c'est que dans tous les cas, il y aura un impact. Parce que les êtres humains ne sont pas les mêmes. Ce que moi je sais également, c'est que ce changement... Parce que vous savez, je n'ai pas envie de rendre les choses, parce que vous m'avez stigmatisé et j'aurais même dû me fâcher. Non. Oui, parce que vous avez dit qu'on rend les choses intellectuelles. Parce que j'ai même envie de vous dire qu'en réalité, vous savez que le même individu n'est pas le même au fur et à mesure qu'il avance en âge et en expérience. Non, ça veut donc dire qu'il y a également une alternance interne. Si vous êtes senti stigmatisé, je m'en excuse de suite. Mais je veux dire, je me termine dans la peau. C'est pas pour intellectualiser, c'est pour... Parce que le mot intellectualiser, c'est comme si c'était pas vrai. Non, 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 c'était pour dire qu'en réalité... on risque de s'éloigner de la compréhension du citoyen, j'ai failli dire le moins. Voilà, c'était un peu pour parce qu'on peut rendre la question plus complexe. C'est que moi-même, Viviane Onoa-Biolé, je ne suis pas la même il y a 10 ans. Il y a une sorte d'alternance d'une étape
de vie à une autre. Et vous savez que schématiquement, dès qu'on parle d'alternance, on voit le départ du président Biya. Ben oui, je veux dire, qu'il parte, il y aura un impact. Dans la gouvernance. Ben oui. D'accord. Ben oui. Pardon. Il y aura un impact. En tous les cas, ce ne sera pas la même vision, ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce n'est pas le même individu. Il y aura un impact. Mais maintenant, est-ce que l'impact sera meilleur ou positif ou négatif? Je pense que c'est là l'enjeu. Et l'enjeu est d'autant plus important que nous devons tous jouer notre rôle. Pourquoi? Pour ne pas donner l'impression que c'est l'individu qui sera là, qui va déterminer l'impact qu'il va produire. Je suis désolé. Parce que l'individu, en fait, il a notre suffrage. Bien sûr. L'individu doit se soumettre à l'engagement qu'il a pris auprès de nous. Et donc, les institutions qui doivent accompagner les individus, ces individus-là doivent être des institutions viables. Et moi, je pense que le débat qu'on essaie est un débat trop personnalisé. C'est pour ça que même quand je suis les slogans, les chansons... Mais il se dit également que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un individu et le peuple. C'est une idéologie aussi. L'individu est vecteur d'une idéologie. Et donc, de ce point de vue, on achète en fait une idéologie. On achète un programme. On n'achète pas l'individu. Ou tout au moins, il incarne le programme et l'idéologie qu'on achète. Et puis, à un moment donné, il faut dire que, bon, nous sommes aussi à une étape de notre vie, de notre histoire démocratique. Je pense qu'après cette étape... on passera à autre chose. On passera à autre chose. Alors, l'autre chose qu'on observe, c'est nos partenaires. On a parlé du FMI. Mais je veux dire également les États amis, les États étrangers. Tout le monde nous dit, faites des réformes. Vous n'en faites pas assez. La pauvreté a fait ci, la pauvreté a fait ça. Mais on a toujours le sentiment que cessons dans la mise en œuvre, puisqu'après les remarques sont plus ou moins les mêmes, ces sons ne sont pas véritablement audibles en termes d'implémentation de bonne gouvernance. La question est de savoir si nos partenaires influent, ont un rôle, impactent-ils la gouvernance de notre pays? Alors, je ne sais pas de quel partenaire. Si nous ne sommes pas sous programme, ils n'ont rien à nous imposer. Nous avons notre souveraineté. Il y a des partenaires de force. Hein. Quand les Américains viennent dire que... Non, justement, je viens. Okay. Pour revenir même à l'histoire, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'on a un raisonnement qui est un raisonnement détaché des contraintes historiques. Des contraintes géopolitiques. Parce que nous avons également suivi, peut-être que ça fait écho maintenant, suivi l'histoire de nos différentes élections. Fait que moi j'ignorais, pour vous dire honnêtement, j'ai suivi Henriette Ikwe. Ouais. J'avoue que j'étais quand même un peu secouée. Sur certaines révélations. Sur certaines révélations, j'étais quand même secouée pour revenir, pour vous donner raison. Pour vous donner effectivement raison. Pour vous donner en plus encore raison, c'est que lorsque vous êtes dans une situation de gestion, moi je suis encore à un petit niveau, vous faites quand même face à des réalités qui ne sont pas dans la rue. Et parfois les décisions que vous prenez peuvent ne pas être compréhensibles. Ça j'en conviens. Et c'est la raison pour laquelle le destin d'une nation dépend souvent de beaucoup de choses. Ça dépend de l'histoire, ça dépend des rapports de force. Absolument. Ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle les actes que nous posons chaque jour, en tant qu'individu, en tant que responsable d'institution, on revient encore là-dessus, sachant que nous hypothéquons, nous avantageons la situation d'un pays. Et on va se rendre compte que, si on revient à 2025, s'il faut faire une analyse, il faut commencer à faire l'analyse de nos alliés et de nos ennemis. Quand on voit les mouvements de souveraineté dans d'autres pays, comme au Mali, comme au Burkina Faso, dites-vous quand même que ce sont des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes anodins. Mais je reviens un peu sur la question. Est-ce que cette approche de responsabilité à tous les niveaux n'est pas également pour déresponsabiliser le choix électoral qu'on a fait? Je dis qu'en d'autres termes... Oui, vous pouvez avoir cette impression, mais en réalité, je n'ai pas envie de donner trop de pouvoir, au plus qu'il n'en faut, aux gens qui sont soit nommés, soit élus. Pourquoi? Parce que le seul fait d'être élu ne vous donne pas la latitude de faire ce que vous voulez. Pas du tout. Vous avez d'abord les lois qui vous contraignent. Vous avez nous, en réalité, qui surveillons. Dans notre environnement, je veux dire, c'est la peur. Revenons dans l'environnement. Dès qu'on est détenteur d'un léger pouvoir, on a le sentiment qu'on a le droit de vie et de mort. Je ne voudrais pas parler. L'environnement, c'est nous qui laissons croire. Bon.
Et ils le font. Je veux dire, je suis désolée. Et vous revenez toujours à l'environnement et à la gouvernance. Exact. Parce que moi, je pense que, bon, je ne dis pas que les gens ont tort d'avoir peur, parce qu'il y a quand même des phénomènes. Ou des actes qui sont un peu comme lorsque vous allez dans un pays, on vous dit si vous voulez, vous allez à la guillotine. Vous voyez tout de suite l'acte opposé et le danger qui vous guette. Donc moi je pense que nous sommes dans un environnement, je ne sais pas ce qui peut expliquer ça à l'extrême. Je dis bien à l'extrême. Même quand vous ne l'avez pas demandé, les gens sont prêts à se coucher par terre. Hein. Dès que vous avez une petite nomination, ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez même déjà agi. Peut-être qu'il y a peut-être dans l'histoire du Cameroun, il y a eu des phénomènes qui ont, au plan cognitif, été tellement forts au point où les gens hésitent. Moi, je peux prendre également quelques exemples. Je dis même des exemples. Les gens peuvent être affectés dans des endroits où il n'y a pas d'eau et d'électricité. C'est considéré comme une sanction. Et pourtant, on vous dit en tant qu'agent public, vous devez... Oui, parce qu'effectivement, on se rend compte que lorsque c'est le cas, donc peut-être que les actes posés par les décideurs, je n'ai pas envie d'utiliser le mot que les autres utilisent souvent, sont suffisamment forts pour donner l'impression que nous sommes dans un environnement plutôt peu démocratique, où l'expression de la liberté, et même parfois, lorsqu'on est dans nos droits, peut être sanctionnée. Peut-être, j'en sais rien, mais dans tous les cas, moi je ne vis pas ça je vis pas ça comme ça. Mais au plan sociologique, peut-être qu'on peut trouver une explication. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est pas faire appel au peuple, mais de dire aux gens. Parce que c'est comme ça que moi je perçois un peu le discours que nous avons ce soir. C'est que les gens doivent savoir que ça dépend d'eux. Ouais, mais je veux dire, ils doivent le comprendre. C'est un discours que j'allais dire. Et ce qui est vrai. Je veux dire, vous vous sentez responsable, par exemple, vous avez pris l'exemple de football tout à l'heure. Je vais embrayer, je vais marcher sur vos pas. Vous voyez la dernière rencontre qu'on vient d'avoir en Afrique du Sud, où il y a eu un manquement. Et même les dysfonctionnements qui ont été observés. Tous les dysfonctionnements qui ont... en fait, c'est là-dessus que je voulais revenir. Vous vous sentez responsable de ces dysfonctionnements à votre niveau? Moi, je vais vous dire, et c'est pour cela que je suis revenu sur les textes. D'accord. Je suis peut-être passé rapidement, mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas avoir deux institutions qui ont les mêmes prérogatives. Vous vous sentez responsable de cela? Non. Voilà. Déjà parce que je dénonce, ou je peux dénoncer. Oui. Quand je dis responsable, pas que je puisse agir, mais c'est que, en termes de pression, parce qu'au fond, qui doit résoudre le problème? Ou bien qui doit amener à résoudre le problème? Je n'appelle personne à la rébellion. Je n'appelle personne à la rébellion. Comment les professeurs de lycée ont fait? Ils ont d'abord fait des revendications douces. Ensuite, ils ont monté la température. Chaque fois qu'on monte la température, les hommes politiciens sont attentifs. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je dis, tant qu'on va gagner, la pression ne sera pas forte. Bien sûr. Donc, il y a toujours quelque chose qui soutient. Mais je dis, c'est, en termes de responsabilité, le cadre qui est mis actuellement là, et moi j'ai envie de revenir là-dessus, c'est vrai que je ne voulais pas en parler, au niveau de la gouvernance, on a un dispositif de gouvernance qui entretient un ensemble d'incohérences. Okay. Parce que dans une organisation, aucun poste n'est en... Tous les postes sont en monopole. Dès que vous avez deux postes qui partagent la même compétence, vous-même vous entretenez un conflit. Absolument. Et lorsque vous avez à ces postes-là des gens qui ont des tempéraments, parce que n'oublions pas que c'est aussi un problème de tempérament, Eto'o et Eto'o. Absolument. Et je ne connais pas l'autre. Le ministre des Sports. Oui. Et par prudence, je préfère ne pas le connaître. Parce que Eto'o, lui, il a une vie publique, à la limite, il joue, on peut l'évaluer publiquement. Le ministre a une responsabilité institutionnelle, il a des engagements, il a certainement des orientations et il mérite effectivement que, si on ne le connaît pas, qu'on ne dise pas, dans tous les cas, il n'a pas une vie publique ou un peu comme un joueur. Absolument. Donc, il n'a pas eu, moi, Eto'o a déjà eu à exprimer en termes de tempérament un certain type de profil. Donc, vous avez, au niveau de la gouvernance, vous entretenez ce genre d'acteurs. Au-delà de l'acteur, je veux dire des compétences qui sont partagées. Et vous avez encore des acteurs qui sont comme ça ne peut pas marcher. Donc moi je pense que première responsabilité, il faut que la répartition soit claire. On ne peut pas dire que le MINSEF peut faire, l'autre aussi peut faire. L'autre peut recruter, lui aussi peut recruter. Quand vous avez deux personnes qui pensent qu'ils ont le pouvoir de le faire, la légitimité de le faire, le droit de le faire, à la limite, ça donne ce que ça donne là. Ce sera la dernière question, professeur.
et on va rester dans le contexte électoral. Au regard des acteurs, ou du moins ceux qui prétendent prendre les affaires, qui qu'ils soient, êtes-vous confiante pour l'avenir de notre pays en matière de gouvernance au-delà d'octobre 2025? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. On aura une élection présidentielle en 2025, en octobre prochain. Est-ce que je suis confiante? Vous connaissez plus ou moins les candidats déclarés, les acteurs qui prétendent à diriger le pays, celui qui est là et éventuellement ses adversaires. Vous, on vous l'experte en gouvernance. Avez-vous le sentiment que qui qu'il soit, quel que soit l'élu, il y a lieu d'espérer d'une gouvernance améliorée au-delà de cette élection présidentielle? Alors, très bien. Moi, je ne crois pas beaucoup aux hommes politiques. Quand je dis que je ne crois pas beaucoup aux hommes politiques, ce n'est pas qu'ils ne soient pas dignes de confiance, c'est qu'en réalité, ils ne peuvent pas changer la vie d'une baguette magique. Pas du tout. Ça veut donc dire que quel que soit le président qui sera là, on aura toujours des problèmes d'eau et d'électricité à partir de janvier 2026. Ça ne va pas changer. Et quand je dis que je ne crois pas, c'est que, bon, on va suivre des programmes, on va suivre des promesses. J'ai envie de dire qu'en réalité, ils vont tous nous renvoyer aux réformes. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, quelle que soit la personne qui sera là, le contexte actuel demande qu'on travaille. On continue de boire nos couleurs, de manger nos couleurs. Oui, on aura nos coupures de courant. Dans tous les cas, on aura... Honnêtement, je ne sais pas ce qui va changer. Je ne sais pas ce qui va changer. Les discours vont évoluer. Et moi, je pense que ce qui va changer à un moment donné, en termes de vision, en termes de valeur, c'est est-ce que nous mettons en place finalement des dispositifs. Et quand je parle de changement, il veut dire que l'eau ne va pas couler tout de suite, etc. Mais c'est des dispositifs qui vont faire en sorte que les changements s'observent. Donc, moi, je ne rêve pas. En tout cas, à plus de 50 ans, on a cessé de rêver, de rêver éveillé, dans tous les cas. Moi, je ne rêve pas d'un changement brutal. Parce que quelqu'un d'autre viendra à la tête. Non, ça va nous demander un travail. Et un travail de fond. Beaucoup de sacrifices. Et vraiment, rien ne se fera sans sacrifice. J'ai même envie de dire qu'on va travailler pour les générations futures. Ça n'aura rien à voir avec notre espérance de vie. On va travailler pour que les autres se portent bien. Parce que dans tous les cas, même les 20 prochaines années, je dis dans les 20 prochaines années, je ne suis pas sûr que si on ne travaille pas, si on continue à avoir des comportements de rente, qui sont comme nous sommes là, je vous assure, on ira au FMI, on va ronronner avec le FMI, on va faire tout ce qu'on veut, mais dans tous les cas, on ne sortira pas de l'auberge, quel que soit le président. Donc, oui, il viendra avec une dynamique. Je vous ai dit que ça va changer, il y aura un impact certainement, mais vraiment, il faudra travailler. Et vous savez, dans les réformes organiques, ça fait au moins 10 ans de réformes. Quand vous voyez certaines transformations, parce que d'autres pays se sont engagés dans les transformations, ça vous prend 14 ans, ça vous prend 15 ans. Pour commencer à bénéficier des fruits des réformes. Donc imaginez donc au moins qu'on commence en janvier 2026. On a au moins 15 ans, quel que soit le président. Bon. Merci infiniment, professeur Viviane Ondoa-Birolé, d'avoir apporté votre expertise à la compréhension des problématiques actuelles, notamment en matière de gouvernance. Oui, je suis désolée peut-être de n'avoir pas été aussi prolixe en ce qui concerne la politique. Je n'ai pas beaucoup de compétences dans le domaine. Mon objectif était effectivement de lire les phénomènes que vous avez vous-même choisi, d'échanger avec moi sous le prisme de quelques éléments, très modestement, que j'ai à ma possession. Je n'ai donc pas la prétention de la vérité, la prétention du juste. C'était juste un débat, c'est ma façon à moi de contribuer effectivement à ces événements et à ce débat. Tout compte fait, on peut vous faire confiance sur ces questions-là, parce que votre expertise est reconnue sur le plan local et sur le plan international. Mais vraiment, merci d'être venu à cette émission. Bon retour à Yaoundé chez vous. Merci. D'où vous êtes parti, évidemment, pour apporter du vôtre. Je reviendrai avec plaisir, si vous le souhaitez. Soyez-en sûr, on en redemandera. Merci encore pour cette disponibilité. Merci à vous à la maison d'avoir regardé l'entretien ce soir. C'était le professeur Viviane Ondoa, enseignante, chercheuse. Elle a un cabinet, elle a dit, en termes de consultation pour ces questions de gouvernance et son expertise. Je suis prête à accompagner les dirigeants. Et développement. Tout compte fait, ils connaissent l'adresse. Merci encore, bonsoir et à jeudi prochain pour notre édition de l'entretien avec.